Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Patriotisme, ce nom masculin d'après le Robert renvoie aussi simplement que cela puisse paraître à l'amour pour la patrie. Au Cameroun, depuis la présidentielle d'octobre 2018, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, le glissement de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et plus récemment encore la Covid Gate, l'on assiste à ce que Aman Mana appelle détournement grossier du mot. Pour le journaliste, il est question de culpabiliser les journalistes ou les organes de presse qui dénoncent les errements d'un régime. Pour Xavier Messé, le système politique camerounais n'a pas encore intégré et ne connaît pas la critique. Ce système, poursuit le journaliste, considère ceux qui la font, c'est-à-dire la critique, comme les anti-patriotes, des anti-républicains, à la limite les ennemis de la République. Des expressions entendues ces derniers temps proférées à l'endroit de certains médias et par certaines personnalités et parfois même par certains confrères qui malheureusement ont choisi, je cite Xavier Messé, ce qu'il appelle le journalisme institutionnel. Ils se trompent d'option et entretiennent la confusion, selon l'enseignant de journalisme. Ce sont les mêmes qui, dans l'espace audiovisuel, distribuent les bons et les mauvais points, décident de qui est journaliste et qui ne l'est pas. Ils pensent que les canons du journalisme sont galvaudés tous les jours, qu'il n'existe pas de distance entre le journaliste et l'information qu'il traite. Bref, il manque de la neutralité et de la qualité dans leur papier. Aujourd'hui, dénoncer, critiquer est synonyme d'être antipatriote, encenser, fermer les yeux sur certaines dérives. Bref, ne pas dénoncer, c'est ça être patriote, aimer son pays. Madame, Monsieur, tout à l'heure, donc, à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Nouffelé, tout de suite après le débrief du journal. Journée mondiale de la liberté de la presse, comprendre le patriotisme dans la presse camerounaise. Pour en parler, nous avons bien évidemment invité un panel essentiellement constitué de journalistes. Mr. Lawrence Kikishi, you're welcome. Thank you, Serge, for inviting me here. From CRTV. Yes, and here as a journalist, not to defend an institution, Yes. because I feel uncomfortable when, like you said in your introduction, when people start belonging to camps. Yes. Okay, when they're looking at issues. Non, ils n'ont pas décidé d'être, c'est les autres qui les mettent. Si Justement. vous ne faites pas ceci, on vous met dans un camp ou bien dans l'autre. Si on vous met là-dedans et vous ne vous sentez pas dedans, ça ne vous donne pas. Ok. Bonsoir Albert Natola ici. Bonsoir, c'est Jean Auto. Je salue mon confrère. Je salue l'autre que vous allez présenter tantôt, c'est Théma également. Oui. C'est également celui que vous attendez qui est encore au maquillage. Je salue, n'est-ce pas, les téléspectateurs de Equinox Télévision. Merci de l'invitation. Voilà, à côté de vous, Alain Djipou. Alain Djipou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, je profite de mon retour pour vous adresser à Mondovision mes chaleureuses félicitations. Vous savez que aujourd'hui c'est la journée de la liberté de la presse et je ne pourrais pas sauter sur cette occasion pour ne pas vous adresser mes compliments. Et quand j'ai fini de le faire, je voudrais aussi avoir une pensée pieuse pour toutes les victimes de la barbarie qui est survenue aujourd'hui dans le département de Nono, précisément à Foumbot, où un prévenu a perdu la vie du fait de l'absence de soins. Et ça a dû provoquer le courroux de la population qui s'est déversé comme ça sur les édifices publics, a organisé l'incendie, n'est-ce pas, du tribunal, tribunal de première instance de la ville de Foumbot. Et ils ont tenté
par la même occasion de libérer des prisonniers qui sont allés à la prison pour essayer de forcer les portes de ce côté-là. Malheureusement, les forces de maintien de l'ordre se sont interposées. Il y a eu des échanges pas du tout gais. Une scène de guerre pratiquement qu'on a pu voir de ce côté-là. Et donc, pour moi, c'est le lieu de dénoncer cette barbarie de part et d'autre. Oui. Parce que la bêtise humaine voudrait quand même que de tels actes se multiplient dans notre société. Nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes des êtres humains dotés de raisons. Oui. Et il n'y a pas... aucune situation n'empêche qu'on s'asseye pour discuter, pour parlementer et trouver une solution pacifique au lieu d'arriver à des actes de barbarie. Ok. Voilà, je reste avec vous, Alain Djipou. Vous gardez la parole, Alain Djipou. Aujourd'hui, journée mondiale, liberté de la presse. Mais, comme je l'ai dit, depuis un certain temps, le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest, la présidentielle 2018 et le Covid. Tous ceux qui s'hasardent à dire un certain nombre de choses que certaines personnes ne veulent pas entendre sont tout de suite étiquetés comme antipatriotes. Quel est votre sentiment là-dessus? Oui, sur ce clivage-là, qui devient... Ça vous inquiète, Alain Djipou? Oui, il y a lieu de s'inquiéter. Et je voudrais même remonter le temps jusqu'en 2014, au plus fort de la crise contre Boko Haram. On a commencé à vouloir rechanter la pratique du métier au Cameroun, avec des idées qu'il faut qu'on soit derrière l'armée. C'est-à-dire que si Boko Haram neutralise, ce que je ne souhaite pas, Boko Haram neutralise un certain nombre d'éléments de force de défense et avance sur des points stratégiques, que le journaliste ne donne pas l'information, que le journaliste essaie plutôt de maquiller les faits. Donc, bref, en réalité, cette affaire de patriotisme qu'on veut imposer au journalisme équivaudrait simplement à remettre en question les canons du métier. Faire son travail, et uniquement faire son travail, je crois que c'est déjà faire œuvre utile à la patrie. Il n'y a pas de barrières, de frontières étanches entre la pratique, selon les règles de l'art, du journalisme que nous faisons, et le patriotisme. Parce qu'en fait, moi je suis même embêté qu'on cherche à tout prix à coller une étiquette au journalisme, et fût-elle patriotique, journaliste patriotique, ou bien journaliste patriote. Oui. Donc moi j'ai journaliste antipatriote. Oui, j'ai de la peine à me retrouver dans cette qualification-là. Et tout ceci, c'est une orchestration, c'est une organisation. Comme pour dire que lorsque vous avez bénéficié d'un décret, vous avez le monopole du patriotisme, oui. Et tous ceux qui essaient de vous critiquer, tous ceux qui essaient de dénoncer votre travail, vous l'avez dit dans votre mot introductif, tous ceux qui essaient de dénoncer les travers du gouvernement, des pouvoirs publics, des hommes et des femmes publiques, sont tout de suite étiquetés. Vous n'êtes pas des patriotes, vous ne travaillez pas pour la nation, vous êtes à la solde des lobbies, vous êtes catalogués. Et puis cette tendance fâcheuse à vouloir caporaliser, parce qu'en fait il s'agit de ça, cette tendance de vouloir caporaliser les hommes et les femmes de médias a quelque chose de pernicieux. C'est-à-dire que dans un environnement où le journalisme a maille à partir, avec les contraintes économiques, les difficultés économiques, qui sont sciemment entretenues pour paupériser, clochardiser les hommes des médias, on donne donc la possibilité au journalisme de se faire manipuler à travers les conditions existentielles les plus précaires. Aujourd'hui, on parle de la liberté de la presse. Il y a une liberté de ton au Cameroun. Ça, c'est vrai. C'est indéniable. C'est indéniable, c'est indiscutable. Il y a un nombre incalculable de journaux, de radios, de chaînes de télé. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est au niveau des contenus, des pratiques. Et surtout les bonnes pratiques. Aujourd'hui, on ne va pas faire... nous ne sommes pas venus là pour faire le procès de la presse. Nous sommes venus là pour dire qu'il faut que
à un moment donné, que les pouvoirs publics balaient d'abord dans leur propre cours. Parce qu'en fait, c'est eux qui sont les chantres de cette manipulation, qui ne dit pas son nom. Moi, je serais aussi à l'aise que ceux qui doivent faire le travail de gérer les hommes au Cameroun, leur travail de gérer la fortune publique avec tout ce que ça mérite comme orthodoxie, comme pratique rigoureuse fondée sur des textes juridiques et tout, que cela aussi sache que être patriote, c'est accepter donc de respecter toute cette forme de l'orthodoxie, toutes ces formes de l'orthodoxie prévues par la réglementation, que les gens n'aillent pas siphonner dans les caisses publiques pour dire que ceux qui parlent mal d'eux, ceux qui critiquent cela, c'est eux les antipatriotes, et que eux là, comme ils bénéficient des décrets, alors on doit les féliciter parce que ils contribuent à paupériser la population. Et nous ne voulons donc pas être des complices, n'est-ce pas, de cette façon d'infantiliser les masses. Donc nous sommes là pour provoquer auprès des masses une certaine indignation. Que les gens comprennent que quand cet éveil de conscience là dérange, hein? Oui, certains. Effectivement, parce que ça participe de la mission, l'une des missions régaliennes du journaliste. Voilà. C'est-à-dire informer, divertir, conscientiser, tout ce que vous voulez. Oui. Mais si quelqu'un fait donc soigneusement et rigoureusement son travail, selon les règles de l'art, d'où vient-il qu'on lui dise qu'il est antipatriote? Ok, merci. En réalité, ceux qu'on qualifie d'antipatriotes, c'est les vrais patriotes. Et c'est eux, ceux qui sont chargés d'attribuer les mauvais points aux journalistes, qui doivent se poser des questions sur leur patriotisme. Merci. Avant d'écouter Laurence, on va accueillir Alex Gustave Azé-Bazé. Bonsoir Alex, bienvenue. Bonsoir Alain, bonsoir. C'est pas parce que vous étiez là au premier numéro qui en soit que vous allez arriver en retard, Alex. Je comprends pas ça. Vous connaissez là, vous avez participé à cette émission, mais vous devez arriver là, Alex. Je suis là, c'est ça l'essentiel. Hein? C'est ça l'essentiel. Vous savez très bien que la question de la mobilité dans la ville de Douala n'est pas une sinécure. Oui. Et quand vous avez un véhicule qui n'est pas au mieux de sa forme, et vous arrivez au moment où vous décidez à prendre la route, quelques soucis. Voilà. Comme psychologiquement vous vous êtes préparé à aller à faire mouvement, soit du lieu où vous étiez vers la télévision ou bien vers le groupe Equinox, vous vous imposez à sortir, à ne pas abandonner votre véhicule en route. Voilà. C'est ce qui m'est arrivé, et donc je suis vraiment désolé d'être arrivé en retard. C'est pas dans mes habitudes, je suis souvent à l'heure. Oui. Et spécialement cette journée, je devrais peut-être avec les autres, montrer le bon exemple. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais. Voilà. Laurence, sur ce débat-là, patriote, antipatriote, tout simplement parce que vous dénoncez un certain nombre de faits, vous êtes tout de suite, et j'ai pris, et heureusement Alain Dupou a ramené avec Boko Haram, 2014, il y a eu dans le Nord-Ouest, la présidentielle, tout ça, Covid-Gate. Il y a même des projets non réalisés. Voilà, lorsque vous dites ça, vous êtes tout de suite taxé d'antipatriote. Bon, en fait, tout cela vient du fait qu'il y a une exclusion de fait de la presse dans la gestion de la République, ou bien des choses publiques. Quelle presse? I'll give you one example. The press generally. La presse de manière générale, bien sûr. Quand le président, celui qui vient de partir des États-Unis avant que Macron, before Trump, avant Trump, Obama. Quand Obama va en Irak, les premières personnes qu'ils invitent, c'est la presse. Pour dire, venez, ils viennent, ils s'asseyent, ils disent, bon, les gars, je suis en route pour l'Irak, il faut garder cela, j'arrive. Les gars rentrent et ils sont cool. Quand le président rentre, dès qu'il est à la Maison Blanche, premier matin, l'info sort. Le président était là-bas. Tout le monde est surpris que le président était là. Aucune presse n'a dévoilé l'information. C'est ça le patriotisme. Parce qu'on a donné de la valeur à ce média-là. Autre chose,
le budget dont on a... Bon, je crois qu'on va y arriver, le financement, parce que c'est ça aussi le grand problème. L'argent ne vient pas d'un individu ou d'un ministre. Le financement de la presse vient de l'Assemblée nationale. Ça fait partie du budget national. De sorte que vous ayez, du respect en prenant cet argent. C'est d'abord public, c'est voté, et on sait qu'à partir de là, le ministre des Finances ou bien celui qui gère les comptes publics vit telle somme à tel média, c'est connu. Là, vous n'êtes plus, vous n'allez plus vous plaindre que tel a eu 500 000, moi j'ai eu non, puisque tout est public et c'est débattu. Donc, c'est à partir de là qu'on a tous ces problèmes. Ça ne coûtera rien à un journaliste de garder une information capitale qui vient d'en avoir, peut-être du Nigeria, bon, je prends un exemple comme ça, ou bien du Tchad, qui peut servir à notre force de défense et de sécurité. Et il garde cette information. Il dit, je ne publie pas. Et quand il vient au ministère de la Défense, il va voir le ministre. Alors, si on pouvait facilement le recevoir, ça allait gérer les choses. On dit, non, regarde, on sait que tu as dépensé tant pour tes enquêtes et autres. On a les fonds pour ça. Et c'est connu. On finance donc ce que vous avez fait comme voyage et autres. Les dépenses là sont couvertes. Vous rentrez dans votre rédaction. Au lieu de publier, on exploite l'information. Ça, c'est le patriotisme. Donc, ce n'est pas parce que je traite, je dis comme toi et autres que je suis anti-patriote. Non. Le patriotisme vient de la participation dans la gestion des affaires publiques. Et les médias doivent participer. On parle de quatrième pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont un pouvoir qu'il faut considérer, à qui il faut donner une certaine considération. Une considération importante. J'ai vu, il y a des assemblées dans le monde où s'il n'y a pas les médias, on ne commence pas la session. Et on les connaît tellement que le président de la République peut vous citer de nom par le nom. Serge, tu étais où? Je ne vous ai pas vu l'autre. Donc c'est comme ça. Là, Serge se sent important. Et il dit, c'est mon pays. Ça construit donc ce patriotisme dont on a besoin. Ce que je vois dans nos journaux, et en fait, dans notre place publique, c'est des insultes inutiles. Ce n'est pas parce qu'on a parlé d'un Gbagbo autrement qu'on devient anti-patriote. Ou bien ce n'est pas parce que j'ai dit que Paul Biya est le meilleur président que je suis aussi con que ça. Non, c'est un choix. Tu peux choisir d'appartenir au camp de Donald Trump ou de l'autre. C'est accepté, mais dès qu'il s'agit de la République, non, tout le monde s'accorde. Mais on ne laisse pas les autres dehors pour discuter de la République. Et puis après, on dit, bon, puisque vous ne dépendez plus de rien que des rumeurs et d'autres sources d'informations, alors que vous avez le droit d'y être. Et de savoir que, bon, ça c'est essentiel, ou bien ça c'est délicat, il faut savoir gérer cela, garder ça derrière vous-même, et publier autre chose. Et attendez qu'on revienne. C'est pour nous-mêmes. Et donc, quand vous vous sentez concerné, le patriotisme vient de lui-même. Ok. Albert Natola, ici d'abord, on prend un cas, le cas, par exemple, du Yaoundé. Prenons la CAN qui a glissé, 2019. Vous connaissez, tous ceux qui ont osé émettre des réserves sur ces stades-là ont été tout de suite classés. Vous n'aimez pas votre pays, et ainsi de suite. Permettez-moi de commencer par le début. Oui. C'est un plateau de confrères, entre confrères. Oui. C'est la journée. C'est quoi un journaliste? C'est quoi un journaliste? Il veut faire simple. C'est quelqu'un au sel. C'est quelqu'un qui vit du métier de journalisme. De la pratique du métier de journaliste. Albert, vous croyez que c'est cette définition-là que les autres ont? Non. Moi, je n'ai pas la définition qui m'a été enseignée dans des séminaires de formation. Voilà. C'est quoi un journaliste? C'est celle ou celui qui vit de la pratique du métier de journaliste. Je crois que c'est la définition qu'on a donnée à tout le monde lors soit à l'école du journalisme, soit lors des séminaires de formation. Oui. Et c'est quoi le rôle du journaliste? Tout à l'heure, Alain Djipo l'a indiqué. Informer, éduquer et divertir. Ce qui pose problème, certainement au gouvernement, c'est le verbe informer. Ce qui suppose donc que... Et tout que les autres informent mal. Non, ce qui suppose donc qu'ils informent bien. Non, qui manque de la qualité. Si ce n'est déformé. Et derrière, n'est-ce pas, informer, divertir et éduquer, vous avez les règles d'éthique et de pratique déontologique. C'est-à-dire qui encadrent cela.
C'est vrai que l'éthique est personnelle, mais la déontologie, c'est dans la formation. C'est-à-dire, ce sont les piliers du journalisme. On a tous enseigné cela. Mais sauf que dans notre médiatosphère, on a tout et n'importe quoi. C'est ça aussi la vérité. Parce qu'il ne faut pas qu'on parle des autres souvent, mais chez nous, comment croire que c'est nous sommes... Non. Dans la médiatosphère camerounaise, pour moi, il y a du tout venant aussi. Et je pense que c'est ce tout venant qui intéresse certainement le gouvernement, et c'est ce tout venant qui est instrumentalisé, qui s'auto-censure. Parce que c'est le journaliste, de par sa clause de conscience, qui sait ce qu'il faut pas publier ou pas du tout publier. C'est ça la clause de conscience. Donc ça pose de manière fondamentale la question de la responsabilité à la fois politique et sociale des journalistes. Et je pense qu'un journaliste bien formé, il connaît les limites parce qu'il exerce son champ de liberté dans le cadre des institutions républicaines, c'est-à-dire la loi et les codes déontologiques. Donc quand j'ai dit cela, je reviens donc à votre question pour indiquer que écoutez, un journaliste formé ne spécule pas. Il présente les faits. Voilà. Il n'invente pas les faits, il les présente. Et l'actualité que vous mettez en exergue, notamment le glissement de la canne, avec le chantier non achevé de Limbe et tous les scandales, notamment les surfacturations, c'était des faits. Ce n'était pas une vue de l'esprit. Mais on ne peut pas demander à la paix de ne pas s'intéresser à cette actualité-là, c'est le temps que déjà le football au Cameroun, c'est pratiquement un culte. C'est un élément fédérateur. Là, il n'y a pas de tribu, au moins. Donc, moi, ce que je déplore, en fait, c'est des clivages. Et c'est entretenu à dessein. Ces clivages-là. C'est à dessein parce que, moi, c'est une parenthèse, j'ai fait partie. Albert, restons sur le cas d'Olimbe. Je vous prends un cas précis. Oui. Lorsque le ministre des Sports, on décide de faire une visite au niveau du complexe d'Olimbe et qu'on interdit l'accès aux équipes d'Equinox Télévision. Pour vous, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il y a des clivages. Quand je parle de clivages, ça veut dire que vous avez des médias. Non, vous, Equinox, vous n'entrez pas. Non, je vous dis, il s'agit des clivages. C'est entretenu parce qu'il s'agit là de la censure, parce que tout le monde doit avoir accès à l'information, c'est gratuit. C'est un élément officiel, c'est une actualité officielle qui doit être connue de tout le monde. Mais à partir du moment qu'on dit que telle télévision ou tel média n'a pas accès à telle information, nous sommes dans la censure, tout simplement. C'est de la censure. C'est de la censure. Tout simplement, il ne faut pas chercher des médias. Donc moi, je pense que qu'on aime ou qu'on n'aime pas ou on aime tel ou tel média, je pense que les médias et les journalistes, pour la plupart, exercent, enfin, ont une mission de service public. Ont une mission de service public. Et de ce point de vue, on doit avoir accès aux sources d'information. Mais c'est encore ça le gros problème dans le contexte camerounais, c'est-à-dire l'accès équitable aux sources d'information. Il y en a qui ont des préférences pour tel ou tel média, c'est le droit le plus absolu. Ils ont le droit d'inviter qui ils veulent à leur affaire, mais à partir du moment où c'est officiel, c'est un événement officiel, on n'a pas le droit d'interdire l'accès à un quelconque média. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons également un problème, je termine par là, de la qualité même, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je crois que lundi pour la souligner, nous avons un problème de la... Il y a une certaine floraison de titres, c'est-à-dire des médias, des télés, des radios, des organes de presse, mais le contenu, d'où le questionnement, j'allais dire l'évocation de la responsabilité sociale du journaliste. C'est une question fondamentale. Parce que très souvent, on pense que parce que nous sommes, n'est-ce pas, le quatrième pouvoir, tout nous est permis, n'est-ce pas, nous avons le droit de tout faire, de tout publier. Non. Je pense que le journaliste, de par sa clause de conscience, et du respect du principe d'éthique, des règles déontologiques, il sait ce qu'il doit publier ou pas. Ce n'est pas aux interlocuteurs d'en face de lui dire quel papier il doit publier ou quel papier il ne doit pas publier. Ok. Alex Gustave Azebazé, critiquer, dénoncer certaines dérives, comme je l'ai dit à l'entame. Pour certains, c'est être antipatriote aujourd'hui au Cameroun. Je ne sais pas si adresser la question de la fonction sociale et politique
des médias. Je préfère aujourd'hui parler des médias et non du journalisme. De cette façon-là, c'est un tout petit peu biaiser le débat ou biaiser les questions fondamentales qui se posent à l'exercice de l'impérium socio-professionnel qui est celui des praticiens de ce métier que sont les journalistes. Mais il y a aussi d'autres professionnels. On n'a pas lieu, les faits ne sont pas collectés sur le terrain, je vais dire pour la télé. Et bon. Non, je pense qu'il ne faut pas prendre ce faux pas qu'on veut vous imposer, nous imposer. Mais il est mis au bout du jour, chaque 3 mains, hein, Alex Gustave. Je suis désolé, ça intéresse ceux qui veulent s'y intéresser. Moi, je suis quelqu'un qui considère que le Cameroun n'est pas une sorte d'île isolée dans le monde. Le Cameroun est ratificataire des conventions internationales créant ou organisant un ensemble de secteurs ou d'activités publiques. Et en l'espèce, en l'occurrence, le Cameroun est membre de l'UNESCO, qui est l'organisation, en tout cas, l'institution onusienne qui se charge des questions de culture, d'éducation et de la science. Et les médias relèvent, du point de vue, en tout cas, dans l'ordre international, auquel appartient le Cameroun. Parce que même au Cameroun, on considère que la communauté internationale, c'est les autres, mais le Cameroun n'y est pas. Dès l'instant où on questionne nos pratiques, on essaie de manipuler l'opinion pour faire croire que si des gens avec lesquels vous coopérez en termes de vos intérêts politiques, quand il en vient, vos intérêts politiques et peut-être même de pouvoir, quand il en vient à ce que, sur des points, les points sur lesquels vous vous étiez entendus, pour mettre en œuvre un certain nombre de principes internationaux convenus, pour que la société internationale, pour que les droits des uns et des autres soient les mêmes, qu'on soit au nord ou au sud, qu'on soit à l'est ou à l'ouest, de toutes les façons, que le Camerounais qui arrive à Washington, prenons le cas, ou à Paris ou à Shanghai, n'ait pas moins de droits dès l'instant où il est sorti des frontières, des territoires camerounais, que quand il est au Cameroun, et réciproquement que le Chinois ou l'Américain ou le Français qui quitte son pays, vient séjourner au Cameroun, n'arrive pas au Cameroun et trouve moins de droits consacrés et protégés que ce qu'il a dans son pays. C'est ça la fonction comment je l'ai dit, en tout cas des lois et des normes internationales. Et en l'espèce, je dis que le Cameroun en a ratifié. Il n'y a aucune loi internationale, aucune convention internationale, on dit convention ou traité international, qui parle du patriotisme journalistique. Les conventions internationales garantissent, et cette journée qu'on célèbre, ne perdons jamais de vue que c'est en 1990, dans une ville africaine, en Namibie, à Windhoek, la capitale sud-africaine, et feu mon ancien patron, et camarade, parce que j'étais membre avec lui de l'organisation, on est cofondateur avec un certain nombre d'autres aînés, de l'organisation camerounaise pour la liberté de la presse. Nous avons milité ensemble pour que les droits garantis dans l'exercice du métier de journaliste ne soient pas simplement du papier dans la loi, mais que dans la pratique que les journalistes exercent librement. Et la déclaration de Windhoek, qui est considérée comme étant la déclaration fondatrice de la journée mondiale de la liberté de la presse, indique un ensemble d'attitudes, d'actes que doivent poser les gouvernements. Parce que c'est les gouvernements qui engagent les peuples, les pays, au sein de la communauté internationale. Le Cameroun, parce que le Cameroun est membre des Nations Unies, est tenu par ces directives, par ces règles et normes-là. Et je l'ai dit, il n'est inscrit nulle part, dans aucune, ni dans les chartes, ni dans les codes éthiques, les codes éthiques et déontologiques, à notre connaissance. La principale au niveau universel, au niveau mondial, c'est la charte de Munich. Au Cameroun, on a essayé d'internaliser nos codes. Il y en a aujourd'hui deux. Un code gouvernemental de 1991 et le code des professionnels de 1996 qui a été adopté par l'Union des journalistes du Cameroun au cours d'une assemblée générale qui s'était tenue, je pense, même ici à Douala, à l'hôtel Sawa. Aucun de ces codes-là, y compris le code gouvernemental, rendu public par un décret du Premier ministre en 1991, n'évoque la notion de patriotisme.
Ce que les codes disent, et les codes et chartes sont la Bible des professionnels. Ce qu'ils disent, c'est qu'un journaliste n'a pas à cacher une information pour favoriser une information d'intérêt public. Oui. Que le journaliste ne doit pas attenter à aborder les questions qui relèvent de la vie privée des gens. Que le journaliste ne doit pas, je parle des aspects qu'on peut considérer comme étant des obligations du journaliste. Que le journaliste ne doit pas relever des informations qui relèvent du secret défense. Je dis bien les informations qui relèvent du secret défense. Quand on a relevé ces quelques faits, il y a des droits qui autorisent le journaliste à rendre public toute information dont il juge, je dis bien lui le journaliste, mais comme le journaliste travaille dans un média, dont sa rédaction juge qu'elle a un intérêt pour le public. Non pas pour le gouvernement, mais pour le public. Donc, la catégorie qui intéresse le journaliste quand il exerce son impérium social et professionnel, c'est le public, ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la police, ce n'est pas les magistrats. Toutes ces catégories qui relèvent de ce qu'on appelle le pouvoir public ne peuvent pas, et si c'est de ça, c'est l'objet du débat que vous avez mis en tout cas de la discussion que vous avez mis à l'ordre de votre plateau aujourd'hui, je dis, elle n'a pas d'intérêt pour un professionnel, pour un journaliste. Le fondement même du journalisme en tant que métier, c'est, on le dit, d'être un médiateur entre les pouvoirs publics et les citoyens, ou vice-versa, entre les citoyens et les pouvoirs publics. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que dans son exercice quotidien, le journaliste a la responsabilité d'aller rechercher les faits, les informations dont éventuellement les pouvoirs qui prennent des décisions sous mandat des citoyens, mais qui doivent en être tenus responsables lorsque leurs décisions peuvent avoir un impact négatif dans la vie des citoyens. Le rôle du journaliste, c'est d'aller chercher ces informations qui sont cachées. Ce n'est pas de faire la communication du gouvernement, ce n'est pas de faire la propagande des partis politiques gouvernementaux ou des ordres et en tout cas des groupes professionnels et politiques qui relèvent du gouvernement. Ce n'est pas non plus de passer sa vie à attaquer ceux qui, dans leur engagement social et politique, se dévouent à remplacer ce gouvernement. Parce qu'on en vient à vouloir laisser croire aux Camerounais que le bon journaliste, c'est celui qui attaque l'opposition ou qui attaque les organisations de la société civile, et particulièrement celles qui se consacrent à la défense des droits humains. Et je rappelle toujours que les droits humains qui sont organisés au plan universel par des chartes et des traités et des conventions et des protocoles que le Cameroun a ratifiés. Il y a le pacte civil international relatif aux droits civils et politiques que le Cameroun a ratifié. Il y a la déclaration universelle des droits de l'homme que le Cameroun, à laquelle le Cameroun a adhéré. Il y a le protocole de Maputo sur la protection des droits des femmes que le Cameroun a. Il y a une flopée d'instruments internationaux que le Cameroun a ratifiés et qui garantissent le droit des citoyens. Et les citoyens exercent ces droits-là à travers les médias. Et les médias n'existent que pour autant qu'il y a des hommes dont au quotidien, ils se dévouent à aller rechercher l'information. Okay. Là où elle se trouve pour la mettre à la disposition et observer au quotidien la qualité de la gouvernance, parce que le mandat que nous donnons, que les citoyens donnent au gouvernement n'est pas un mandat exclusif. Ils donnent ce mandat qui doit être contrôlé au quotidien. Ce n'est pas seulement le jour des élections qu'on contrôle le gouvernement, c'est au quotidien. Voilà. Alain Dupont, aujourd'hui, lorsqu'on observe ce qui se passe aujourd'hui, certains médias sont attaqués par les pouvoirs publics et par certains confrères. Comment on exerce dans ce type d'environnement? Vous avez posé la question à Anatole ici de comprendre pourquoi Equinox n'était pas admis au stade de la visite, n'est-ce pas, ministérielle. Je crois que la réponse qui me semble la plus plausible, selon moi. C'est pas le seul cas, on peut en citer. Oui, on peut multiplier des cas comme ça à l'infini.
Ce qui me revient, ce qui taraude mon esprit, c'est que l'explication plausible qu'on peut envisager, c'est tout simplement parce que une certaine opinion a tendance à étiqueter le groupe Equinox. On sait que Equinox et sa batterie d'animateurs et de journalistes sont un groupe favorable à une certaine opposition. On sait où on prétend. Ça, c'est l'opinion. C'est une certaine opinion. Je ne veux pas ici dire que c'est le pouvoir public ou bien des groupes d'intérêt. Moi, je préfère dire qu'une certaine opinion étiquette le groupe Equinox comme un média favorable à l'opposition, à une certaine opposition. Alain, excuse-moi, je ne te coupe pas. Mais là, il a posé une question simple, je crois, Anatole a suffisamment... Un média qui entend exercer son impérium, qui est vertu d'une activité publique gouvernementale. Et qui est interdit... Il ne veut même pas... Il est interdit de couvrir. Quelle que soit l'explication, tu sembles dire que c'est une certaine opinion. Mais là, c'est le gouvernement qui a interdit, empêché Equinox de faire son job. Donc ça peut pas être une certaine opinion. Non, je vais dire que le gouvernement ne travaille pas pour lui, il travaille pour les citoyens. Il est important que nous rappelions cela tous les jours. Et peut-être s'il y a un reproche qu'on peut faire à un média, c'est que ceux qui organisent les événements doivent recevoir, comment je vais dire, les demandes d'accréditation des médias pour pouvoir s'assurer de ce que les espaces où les médias ont accès sont prévus et protégés pour que les médias aient accès. Est-ce que pour cet événement-là, Equinox a, comment je vais dire, a sollicité une accréditation? On la lui a donné et le jour de l'événement, on lui a refusé. C'est le seul point sur lequel moi je pense qu'on peut faire un débat. Mais le reste, moi j'étais disant simplement que en réalité, il s'agit bien du rôle du gouvernement. Et nous, quand je dis nous, je me situe dans la catégorie de la presse à l'image un peu à capitaux privés. C'est-à-dire que il y a une certaine bipolarisation qui se fait soit de manière consciente. C'est même une construction en fait. Ouais. C'est une construction. C'est-à-dire pour créer des clivages, je reprends le terme de Anatole, pour créer des clivages au sein des médias. Alors, quand il y a une information, quand il y a une visite à la descente d'un ministre sur un site de construction d'une infrastructure qui va abriter la prochaine carte. Une infrastructure donc c'est un intérêt certain pour un groupe de médias comme Equinox. Alors le ministre décide, ou c'est le ministre, ou c'est le responsable de la communication, de ne pas valider la présence des reporters du groupe Equinox. Pour moi, ça me pose un problème. Parce que celui qui prend une telle décision rentre donc dans cette logique de construction qui veut qu'il y ait une certaine bipolarisation dans le traitement de l'information et même dans l'accès aux sources d'information. Voilà le problème que ça pose. Et moi, j'estime qu'on n'en devrait pas être là. Tout à l'heure également, lorsqu'on parlait des portes ouvertes aux francs-tireurs, c'est également une fabrication, j'allais dire, de ces pontes du régime. Ceux qui aujourd'hui, on les appelle les francs-tireurs, c'était les bras armés de ces gens-là hier. Bon, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc, nous avons une profession qui est poreuse, dont la clochardisation est savamment entretenue, parce que ce qui est même comme ce qui est pernicieux dans cette affaire, ce n'est pas tant le texte dont citait si brillamment Alex. Ce texte, le Cameroun a ratifié. Tout le monde sait que le Cameroun sécrète des textes. On applique ça à quel moment? On les applique quand, où? Chacun fait comme il veut. Dans cet environnement, on s'arrange plutôt à tenir la presse en laisse. C'est-à-dire que lorsque une presse doit être économiquement forte, ça signifie que son indépendance est jalouse et sauvegardée et protégée. Mais on s'arrange à paupériser la presse pour la tenir quelque part, pour la manipuler, pour bien la manipuler, j'allais dire. Et c'est ça qui est pernicieux. Ce n'est pas parce que ces gens-là ignorent que tous les conventions là existent. Ils le savent.
Ils le savent. Comment on fait pour que notre métier soit le pis-aller, soit quelque chose où le premier venu, pour qu'il aligne deux phrases en anglais et en français, il se dit il y a un journaliste, ou bien lorsqu'il fait une prise de vue, il se dit il y a un journaliste. Donc on a un métier pour eux. Il faut réglementer. Et puis les instances de régulation sont au Cameroun toujours l'émanation des pouvoirs publics. Vous vous attendez à quoi dans cette configuration-là? Dans cette configuration, quand j'appelle les instances de régulation, c'est le Conseil national de la communication. Et c'est la commission de la carte de presse. Il y en a qui ne se reconnaissent pas. Je dis, des professionnels de la communication ne se reconnaissent pas dans ces structures-là, mises en place par le gouvernement. Ça pose un problème. Ok. Oui, on va permettre d'abord à Laurence, rapidement, ensuite à Nathan. J'allais rejoindre mon frère Alex pour dire que il faut aussi accepter que celui qui organise sa réunion peut choisir qui est invité. Oui, il faut qu'Equinox accepte cela, parce qu'Equinox dérange. Ça, c'est la vérité, Equinox dérange. Une fois qu'on a donné une position et qu'Equinox vienne avec une autre position, et on se sent menacé par cette position-là, on ne peut pas être à l'aise avec Equinox, là où on va. Donc, je dis, Equinox doit rester tranquille, parce qu'Equinox a d'autres canaux d'avoir les informations dont elle a besoin. Ce n'est pas en allant confronter, bon, je ne sais pas s'il y avait cette demande-là d'accréditation qui a été accordée, et puis à l'entrée, on dit non, vous n'entrez pas. Mais acceptez que non, vous arrivez, on dit non, je ne veux pas vous voir ici, et vous rentrez. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas parler de ce stade. D'abord, c'est parce que vous avez d'abord parlé. Oui, c'est d'abord l'info. Et ensuite, vous commencez donc à chercher les raisons hors de ce cadre-là. Pour dire que, mais pourquoi est-ce qu'on gère ce genre de situation comme ça chez nous? Est-ce que nous sommes un média qui... Tu vois, autant de choses. Okay. Au lieu de voir cette confrontation autrement, moi je prends ça comme information, je rentre dans ma rédaction. Oui, on a relevé. Albert Anatole, rapidement avant la pub. Non, écoutez, je pense que il faut réorganiser la presse. C'est quelque chose de fondamental. Et je pense qu'il y a aussi des gens, il y a des individus qui n'ont pas intérêt, qui ont intérêt à ce que la presse ne soit pas organisée. Oui, c'est aussi vrai. Parce que quelquefois, c'est étonnant de voir plusieurs titres, plusieurs canaux qui ont la même une. Oui. Là, c'est quand même. Et tu te demandes, mais... vous avez au moins 6 canaux qui ont la même une. Ça devient suspect. Ça veut dire que vous avez des usines à fabriquer des titres qui les financent pour justement envoyer des cours parce qu'on transforme la plume en fusil. Et ça, c'est pas le journalisme que nous avons appris. Ok, merci. On va revenir après le journal de Cédric Nouflet. Qu'il en soit, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Kikichi Laurence, Alain pour Albert Anatole Aïssi et Alex Gustave Azébazé. Alex Gustave Azébazé, est-ce que vous comprenez ce qui se passe à Banganté actuellement? Quelle analyse vous faites? Naturellement, moi, ça ne me surprend pas. Ça ne vous surprend pas? Oui, vous êtes habitué à ce genre de truc de Banganté? Voyez-vous, dans tous les contextes où la liberté de choix des citoyens, et en l'espèce, le corps électoral restreint que représente les conseils municipaux, n'est pas libre. On ne peut pas, il faut être naïf pour être surpris de ce que... Quid de la discipline du parti, Alex? Voyez-vous, si je devais... peut-être les gens comme nous, on ne milite pas dans les partis précisément pour ces questions de discipline qui sont, d'un certain point de vue, une violation du principe de la liberté individuelle de chacun, de choisir en conscience. Parce que la question de discipline de parti enrobe la corruption. Corruption mentale, corruption morale et corruption financière. C'est de la corruption qui s'agit. Et donc, vous ne pouvez pas être un défenseur de la démocratie, un défenseur des libertés. Et considérer que c'est la discipline du parti qui est suprême. Mais on peut comprendre que dans des systèmes institués, que l'investiture de l'organisation
comment je vais dire, dont on a utilisé l'identité pour être élu, joue un rôle. Mais ça doit toujours se faire de manière démocratique. Qu'est-ce que j'entends par là? Le RDPC n'a aucun intérêt, en tout cas s'il le fait, n'a aucun intérêt à empêcher les conseillers municipaux de se réunir et désigner librement celui qu'ils considèrent comme étant, parmi les, je crois que c'est un conseil municipal de 41, 41 conseillers, de 41 membres. Mais Alex Gustin, il paraît qu'ils étaient tous là. Quand on dit que sur un conseil municipal de 40 membres, qu'il y avait, il y avait 19 personnes, on ne peut quand même pas dire qu'il y avait, que c'était suffisamment important pour structurer la légitimité du futur maire. Donc, c'était une élection par défaut, ou c'était pas une élection, c'était une... non, ce qui se passe avant, dans le cadre des concertations, c'est les procédures, j'allais dire, dans le cadre des primaires internes de ce parti-là, je suppose que ça fait partie de leur procédure. Si on a pu désigner un candidat ou un candidat prétendu unique pour l'élection qui était prévue aujourd'hui, si 19 conseillers, ou en tout cas moins de 21 conseillers, ont pu se réunir, d'ailleurs, le quorum selon la réglementation municipale, pour que le conseil puisse se tenir valablement, il faut que deux tiers des conseillers soient présents. Évidemment, je ne sais pas si cela se reproduit dans le cadre des réunions informelles qui précèdent le conseil. Mais ce quorum-là, il est prévu pour la session, pour la session censée élire le conseil. Et plein droit. Je ne sais pas si on appelle cette session de plein droit. Je suis comme maintenant les sessions de plein droit dans le droit municipal. C'est les sessions qui se tiennent, la première session après pour constater, résultat, ouais. Non seulement pour constater l'élection des conseillers municipaux, mais ensuite pour mettre en place le premier exécutif municipal. Les autres, c'est des sessions de conseil. Ça, on peut considérer comme étant une session extraordinaire, pas une session de plein droit. Ok. Albert Dantola, ici, cette situation encore bancantée, devrait-on dire? Oui, écoutez, ça me rappelle ce que nous avons vécu ici à Douala. Maroua Yaoundé. Non, particulièrement à Douala. Bon, à Yaoundé, ça s'est passé relativement assez bien. Ok. À Douala, c'était carrément bloqué. C'est-à-dire on a dû reporter l'élection le lendemain. Il a fallu que le comité central dépêche pratiquement une délégation de Yaoundé pour venir faire pression sur place. Donc c'était un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était... Vous ne voulez pas dire que le secrétaire général était là? C'est lui dont le nom était venu dans l'enveloppe, n'était pas représentatif justement de pouvoir porter la légitimité qui pouvait lui conférer l'élection en tant que maire de la ville. Donc c'est à peu près le même casting. Je pense que je voudrais intervenir à deux niveaux. D'abord, j'ai suivi un peu l'intervention du préfet qui appelle à la responsabilité, n'est-ce pas, des conseillers municipaux. Je pense qu'il est là en tant qu'autorité administrative juste pour assister. Parce qu'il n'a pas de droit au chapitre. Parce qu'il observe, les conseillers font leur affaire et il assiste tout simplement. Donc il est en train de... Non, là maintenant, il est en train de prendre, il a déjà une opinion. Parce que le fait qu'il appelle les conseillers à la responsabilité, après pour la responsabilité, ça veut dire qu'il y a une opinion. Or, il n'est qu'un peut-être qu'il ne veut pas que ça traîne, hein, il faut passer à autre chose. Même si ça ne se passe dans un an, il ne peut que assister. Il ne peut que constater. Il ne peut que constater, voilà. Donc, il est là pour assister. Mais Banganté a besoin du maire, d'un maire. Non, dans tous les cas, même si il y a quand même, même si on a besoin, il y a un intérimaire, il y a un intérimaire, bien évidemment. Moi, je pense qu'aujourd'hui, qui gère les affaires courantes. Mais je crois que j'ai quand même suivi dans le papier qu'il y a plusieurs candidats. Oui. Il y a au moins 3 ou 4 candidats. Donc je pense qu'il est important, devant 2 candidats, merci. Donc il est donc important que les 2 candidats puissent se concerter. Parce que dans cette affaire, comme l'indiquait tout à l'heure Gustave, ça vole quelquefois un peu bas, hein, c'est-à-dire sur la table. Peut-être que les conseillers qui vont élire le futur maire
n'ont pas encore été satisfaits de certaines exigences qui se passent souvent sur la table. Donc, il faut donc qu'ils mettent davantage de pression, ou alors les offres qui leur sont faites ne sont pas encore assez appropriées. Donc, il faut maintenir la pression. Donc, je crois qu'il faut attendre, il faut le laisser. Je crois que dans ce cas, le comité central ne va pas invoquer la discipline du parti. Il faut laisser la démocratie s'exprimer, laisser justement les conseillers choisir librement, n'est-ce pas, leur maire. Je crois que c'est aussi ça l'expression de la démocratie. Surtout que dans ce cadre-ci, le premier adjoint qui, en principe, dans le droit des organisations, devrait assurer l'intérim et probablement être normalement celui qui doit être sûr. Parce qu'on ne met pas quelqu'un premier adjoint juste pour la forme. Il n'est pas candidat. C'est curieux que le premier adjoint ne soit pas candidat. Peut-être l'exemple du Tchad par la Bangaté. C'est-à-dire quoi? Que le premier adjoint dit qu'il ne sent pas les forces pour mener sa bagarre. Peut-être. Bon. Je préfère ne pas me prononcer. Kikichi Lorenz. Bon, ça veut tout simplement dire qu'on a encore un long chemin. Donc c'est bloqué à l'intérieur du RDPC. Bien sûr, on en a vu. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Là, on a même dépassé le délai légal d'élection. On a fait 3 jours au lieu de 2 jours qui étaient prévus et tout. Bon, ça entache un peu notre processus de décentralisation. Quel est le rôle du ministère de la décentralisation dans cette affaire? C'est eux qu'on devrait voir. Mais on a encore mis, bon, c'est quand on avait, quand on avait créé, je crois c'était Onel 2, oui. On a trouvé les moyens de revenir dire non, on ne peut pas laisser le MINAT de côté comme ça. Ils seront là pour la logistique et l'encadrement. Donc on les a finalement ramenés dans le processus. Non, je crois que la question va plus loin que Banganté. Ça va plus loin que Banganté. Est-ce qu'on est déjà au niveau où on peut laisser les gens s'exprimer librement, faire le choix, faire leur choix, avec toute la responsabilité que cela comporte. Parce que au finish, le maire même qui va sortir de Banganté ne pourra pas bien travailler pour les populations. Il aura toujours derrière sa tête ce ou bien celui ou bien celle, parce que bon, il y en a beaucoup, hein. Il y a celle où il y a ce et il y a celui. On va y arriver. Il y a celle, il y a celui, et puis il y a ceux qui sont derrière tel et tel. Donc je crois que ce n'est pas seulement Banganté. On vient de finir. Non, l'autre là, on a fait. C'était les chefs traditionnels. Oui. Ça a été réglé. Là, ça a été réglé. Donc, c'est pour dire que notre chemin vers la décentralisation, c'est encore rude. Alain Djipou, une autre lecture. Il parle de celui, celle. Celui, celle, c'est quoi, Bambaté? Non, je ne veux pas rentrer dans la phraséologie de Qu'est-ce qui se passe dans Bambaté, selon vous, Alain Djipou? Je pense que la fronde qui vient de la base doit parler au sommet du parti. Oui. Parce que... c'est pas le premier cas, hein? Justement. Je crois qu'à un moment donné, ceux qui veulent qu'on vienne huiler les réseaux à Yaoundé doivent comprendre que la base en a marre. C'est de ça qu'il est question. Que ce soit une élection du maire ou bien les investitures pour des postes, pour divers postes politiques, il faut que Yaoundé décide de tout. Des élections locales, c'est les populations qui savent, qui sont à même, quelles sont les personnes les mieux à même de défendre leurs intérêts. Mais il se trouve simplement que, parce qu'on a des tentacules au niveau du sommet du parti, on va entretenir, si ce n'est soudoyer, le sommet du parti pour qu'on en sorte avec une investiture de ce côté, au détriment même des choix de ceux qui sont les vrais militants de la base. C'est de ça qu'il est question. Donc il faut que... Bon, moi je ne suis pas du RDPC, je n'ai pas à m'immiscer dans la gestion interne de ce parti, mais j'observe que la formule des investitures au sein du RDPC ne résout pas, enfin, crée beaucoup de problèmes que ça ne résout. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut que le sommet de ce parti-là laisse le champ libre à la vraie compétition au niveau de la base. Il ne faut pas venir sortir du chapeau un nom ou bien des noms pour dire que c'est ce que le comité central a décidé. Sur la base de quoi? Mais sur la base des tripatouillages, sur la base du copinage, sur la base des puissances de l'argent. Et c'est pour cela que même son leader, son champion,
dénoncent toujours l'heure du Congrès, l'état-major qui semble être ce parti politique-là. Il y a des pratiques qui ne font pas œuvre utile à cette formation politique. Le genre investiture, par exemple, c'est un choix qui est difficile à défendre dans un environnement qui se démocratise, où les gens veulent se sentir responsables, entièrement responsables de leur choix. Vous n'allez pas venir leur imposer des personnes pour conduire, n'est-ce pas, les exécutifs municipaux. Donc, pour moi, c'est un recul à la démocratie. Voilà, on s'achemine inexorablement vers la fin. Je vais laisser à chacun maximum 2 minutes pour la thématique principale. Je commence par Alex Gustave, vas-y. Je pensais qu'on faisait le débrief, mais bon, si on faisait le débrief... on a fini avec le débrief. Oui, j'aurais quand même remarqué que c'est regrettable ce qui est en train de se passer en Afrique, relativement à la Covid. Relativement à la Covid. Allez-y. Et il me semble qu'on peut... On peut toujours s'être vanté, comment on s'est vanté, qu'il n'y ait pas eu beaucoup de morts en Afrique lors de la première vague du Covid. Ce n'était pas parce que nous avions un dispositif particulier pour combattre. Hein. Et il me semble que c'était davantage parce que nous avions peut-être une relation compliquée avec les données vérifiées ou les données. Ce qui est en train de se passer dans ces pays où les gens, du fait de constructions complotistes ou conspirationnistes, s'opposent à toute démarche rationnelle ou scientifique, va avoir un impact terriblement néfaste sur la santé publique des Africains, en tout cas sur la santé des Africains. On a parlé de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous que Madagascar, dont on parle là, avait dit il y a je crois, un an, qu'ils avaient leur vaccin qui était une potion magique. Non, pas le vaccin, leur traitement. Le traitement qui était une potion magique. On voit le reflux aujourd'hui. Si j'avais un message à passer, est-ce qu'il faut que nous fassions plus confiance à la science qu'à nos croyances. Les croyances n'ont jamais relevé les personnes les personnes quand il s'agit des questions de voilà ce qui m'a marqué dans votre journal. Ok. Oui, Laurence. Je vais rester dans notre là où on était, oui, avant de rejoindre les autres. Non, pour dire qu'il est temps, parce que nous en avons besoin, je veux dire, du journalisme patriotique. On en a besoin. Ça n'existe peut-être pas dans des chartes, comme on a dit, c'est vrai, mais quand je dis ça, c'est pour insister que le journaliste au Cameroun vit les réalités sécuritaires et autres, et ne peut pas se permettre de mettre du désordre dans la même enceinte où il vit en tant que personne d'abord. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Je ne veux pas dire qu'il faut aller chanter pour tel ou tel nom. Je veux dire être conscient du fait que nous sommes dans un pays et que l'insécurité créée pour d'autres peuvent aussi nous concerner. Je crois que c'est à cela que je m'en tiens. Albert Anatole. Je vais je vais revenir d'abord sur la thématique principale avant d'aller... c'est pourquoi j'ai demandé ce dernier tour. Ouais, rapidement. Écoutez, je pense qu'il faut qu'on évite dans la presse des débats périphériques. Parce que la presse camerounaise, d'une manière générale, et les journalistes camerounais ont des vrais problèmes. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes ont la peine à joindre les débouts, les vrais journalistes. Pourquoi? Parce que le contexte dans lequel ils exercent le métier est très difficile, en tout point de vue. Donc, je pense que les clivages que le gouvernement crée à travers ce qu'ils appellent les privés, la communication privée, c'est un problème. Il faut, à mon sens, que le gouvernement camerounais mette à la disposition de la presse privée, parce qu'il s'agit d'une presse qui a une mission de service public, comme indiqué tantôt, même si que la presse à capitaux publics, des subventions, une subvention assez conséquente. Et permettre, parce qu'il y a aussi un problème même au sein de la corporation, c'est-à-dire qu'il y a également des clivages, c'est-à-dire qu'après les clivages nés des médias à capitaux publics et capitaux privés, vous avez maintenant l'intérêt même de la presse privée des clivages. Et ça également, ça pose un problème. Et je pense également que la structure que vous avez tout citée, qui a la responsabilité de la régulation, ne doit pas seulement exceller dans la répression. Il faut que cette structure s'investisse dans la formation des journalistes.
Parce que j'ai le sentiment qu'ils s'investissent davantage dans la répression que dans la formation. Non, ça ressemble à une sorte de piège. Maintenant, pour aller rapidement à l'international au Tchad, je pense qu'il faut que les Occidentaux laissent les Africains gérer leurs problèmes, parce qu'ils n'acceptent pas qu'il y ait de l'ingérence dans leurs problèmes, l'ingérence étrangère dans leurs problèmes dans leur cuisine interne, quel que soit l'amour entre guillemets qu'ils peuvent avoir pour l'Afrique, pour les Africains. Nous leur concédons cela, mais il faut que ils laissent les Africains gérer leurs affaires. Okay. Alain Djipou? Non, je voudrais insister sur le point que j'ai développé ici tout à l'heure pour dire qu'en réalité, il n'y a pas d'unité de mesure de patriotisme. Et cette affaire ne doit pas être l'apanage des journalistes. Il y a plusieurs corps sociaux. Il y a plusieurs corps sociaux professionnels. Pourquoi on ne demande pas aux médecins d'être des patriotes? Pourquoi on ne demande pas aux hommes de l'armée d'être des patriotes? On voit seulement les journalistes, on dit, vous soyez des patriotes. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui sont manipulables à soi. Donc derrière cette affaire, je dénonce une manipulation. Et donc, pour se parer contre toute tentative de manipulation, il faut rester professionnel. C'est-à-dire respecter les règles de l'art, c'est tout. Maintenant, puisque les pouvoirs publics nous tiennent, parce qu'ils se sont arrangés à créer un environnement économique des plus difficiles, des plus austères, pour nous appauvrir, pour nous clochardiser, pour nous vassaliser. Ça fait donc que le journaliste est pratiquement une proie facile à la solde des puissances de l'argent, à la solde des puissances publiques, etc. Et c'est ça donc l'enjeu, le problème de fond. Il faut donc qu'on viabilise le cadre au sein duquel les médias évoluent pour permettre à ce que l'indépendance de la presse ne soit pas une vue de l'esprit, mais quelque chose qui est bien ancré dans les mœurs publiques. Voilà, merci. Je dois quand même dire, pour peut-être sortir de c'est notre journée, je pense que c'était un point très publicitaire, mais il faut prendre acte des efforts que la principale organisation syndicale des journalistes fait. On va voir relativement à un volet qui est important, la prise en charge de la santé des journalistes. Parce que moi, j'ai assisté au meurtre, au cas de nombre de confrères qui, malades, n'étaient même pas capables de commencer les premiers soins, c'est-à-dire les soins de base. Si la convention que l'exécutif du SNJC et l'entreprise Orange ont signé aujourd'hui entre effectivement en vigueur, je pense que ce serait une action qu'il faut amplifier pour qu'elle devienne structurante. Parce que une convention qui rentre en jeu, il y a toujours des possibilités de la remettre en cause dans le cadre. Or, les journalistes ont besoin de sécurité sociale, pas seulement qui est un volet de la qualité des conditions d'exercice de tout professionnel dans le domaine. Moi, j'ai milité davantage pour la convention collective des journalistes, parce que là, ça règle cette question. Mais elle existe, la convention, mais pour appliquer une convention collective, il faut qu'il y ait un environnement économique des médias qui vient. Voilà, on ne peut pas sortir sans, c'est notre journée, au moins 8 journalistes enlevés cette année par les séparatistes, par rapport au conflit nord-ouest et sud-ouest. Au moins 8 qui ont été enlevés. C'est totalement regrettable et il n'y a pas de mots pour exprimer notre poids facile pour les journalistes. Il n'y a pas de mots pour exprimer notre désapprobation par rapport à comment je vais dire, les journalistes ne sont pas des partis ou des adversaires de quelques partis, que ce soit dans un conflit politique. Le rôle des journalistes, c'est de couvrir les conflits, qu'il s'agisse des forces gouvernementales ou des forces séparatistes, ou des acteurs gouvernementaux ou des acteurs séparatistes. C'est un conflit politique. Le rôle, j'insiste, le rôle des journalistes, c'est de donner l'information. Que ça plaise aux partis en conflit ou non, on n'a pas à nous demander de prendre parti. Okay. En rendant compte de manière responsable, les journalistes font ce qui est leur impérium professionnel.
Albert Natola ici, rapidement. Oui, non, il n'y a pas eu que des enlèvements. Nous avons eu un confesseur qui a été carrément assassiné de ce côté-là. Donc je pense que c'est autant nous devons tirer, peut-être entre guillemets sur le gouvernement, autant il faut tirer sur les gens qui justement persécutent en l'air. Vous voyez des journalistes qui soutiennent comment je vais dire, les séparatistes violents. Tout à fait. Parce que le séparatisme, c'est une idéologie. Tout à fait. On ne peut pas considérer que dans un contexte sociopolitique donné, s'il y a des Camerounais ou bien des citoyens qui disent « je veux le fédéralisme », on ne va pas dire qu'ils sont des criminels parce qu'ils ont dit qu'ils veulent le fédéralisme. Alors, j'étais en train de dire que je voudrais poser un problème assez sérieux. Le journaliste a besoin d'avoir une opinion politique, mais il ne doit pas l'exprimer dans les essais de son métier. Parce que très souvent, on a vu glisser de mettre en avant ses opinions politiques sur un papier. Donc c'est important. Donc, je pense qu'il faut... Tout à l'heure, je crois que c'est Gustave qui l'a indiqué, le journaliste, c'est le médiateur entre les différentes parties. Il a le devoir de rendre compte, quel que soit le prix à payer. Alain Dupou. Non, c'est tout simplement déplorable que la vie des journalistes soit tentée par des gens qui veulent asseoir une liberté en empêchant l'exercice de liberté aux autres. Donc pour moi c'est surréaliste quoi. Il ne faut pas vraiment qu'on en arrive à ce genre d'extrémité dans un pays normalement constitué comme le Cameroun, où il y a des lois, où il y a des règles, il y a des bonnes pratiques qui existent. Donc si on doit déplacer des revendications politiques sur le terrain de la jungle, où tous les coups, fussent-ils bas, soient permis, je dis, il y a un cap à ne pas franchir. Donc je pense que il n'y a pas de guerre propre, il n'y a pas de revendication illégitime non plus, mais je pense qu'il faut qu'on évite les extrémités. Ok. Merci. Kiki, 30 secondes. Oui, c'est juste pour dire que cette crise a pris une autre tournure. Hein. Ce n'est plus vraiment clair comme avant. Ce n'est plus ce qui était prévu par ceux qui ont commencé. C'était prévu? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui était prévu? Quand on a commencé, il y a eu des marches de protestation et tout. Oui. Donc les gens ont vu effectivement comment ça commençait. Maintenant, il y a des bandits, il y a tout le monde dedans. C'est même parfois quand on arrive là-bas en brousse qu'on demande « mais tu fais quoi dans la vie ?» C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas prendre un journaliste. Ils viennent d'abord prendre une victime. Un otage. Oui, et puis on va demander, mais tu fais même quoi? Voilà. Et puis le gars dit, je fais telle chose, Bon, appelle ce numéro pour qu'on nous donne l'argent. Voilà. Okay, tu vois, donc, à un moment, c'est comme ça. Merci, Laurence. Merci, Alex Gustave. Voilà. Merci, Alain Dupou. C'était un plaisir. Albert Natola ici, merci également. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Banganté.